parler de l'hôpital public. Et pourquoi on a dit au nom de l'hôpital public? C'est parce qu'on ne veut pas vous laisser croire que la crise des urgences, c'est que la crise du service des urgences et que tout le reste fonctionne à merveille. La crise du service des urgences, c'est en fait un symptôme. Le symptôme d'un hôpital public qu'on étrangle financièrement depuis des années, avec des méthodes de financement plus austéritaires les unes que les autres. Et le résultat, c'est des personnels en souffrance. Et la caractéristique des personnels soignants, c'est qu'avant de jeter l'éponge, avant de dire là c'est plus possible, eh bien leur mode de fonctionnement fait qu'ils essayent de s'arranger avec ce qui ne va pas. Donc ils font des efforts, ils reviennent sur leur congé pour remplacer les copains qui ne sont pas là. Ils sont aux côtés de leurs malades le plus longtemps possible. Ils font tous des heures supplémentaires qui ne leur seront pas payées. Bref, ils donnent de leur personne. Et au moment où ils disent maintenant stop, ça suffit, ben c'est qu'on a depuis longtemps passé le point de l'irréparable ou de l'insupportable plutôt. Donc la ministre de la Santé prend conscience de ça plus que progressivement, on va dire, hein, parce qu'au début, elle n'a pas pris conscience. Avant l'été, elle s'est dit, je vais distribuer une prime, ça va bien me calmer son monde pendant les vacances. Et devant un mouvement qui n'avait rien cédé, bien au contraire pendant les vacances, elle s'est dit, bon, on va faire un vrai plan. Tout n'est sans doute pas jeté dans ce qu'elle propose, mais elle n'a pas pris la mesure. En tous les cas, le gouvernement n'a pas pris la mesure, parce que la vraie question, elle est celle de financement immédiat, et de ça, elle ne prend pas la mesure. Je ne vais pas être plus longue sur l'introduction, je vais donner la parole tout de suite à Hugo Luon, qui est, me semble-t-il, le mieux à même de nous parler de ce mouvement, de comment il est né, de pourquoi il se poursuit, et de quelles sont les réponses attendues pour que les soignants, à la fois les services d'urgence, mais l'ensemble de l'hôpital public se sentent considérés, épaulés, soutenus, et qu'ils puissent enfin faire bien leur boulot au service de l'intérêt général. Je ne sais pas quel niveau vous avez de connaissance sur la gestion des dépenses hospitalières de manière générale. En gros, on sait que l'État essaie de diminuer le niveau des dépenses publiques et qu'une des propres d'ajustement à l'heure actuelle, c'est l'hôpital. Alors, comment est-ce qu'on fait pour modérer les dépenses à l'hôpital? On modère les salaires, on augmente la productivité et on trouve de déficit hospitalier, notamment le déficit par l'investissement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des locaux inadaptés et des soignants qui travaillent toujours plus pour gagner toujours moins. En 15 ans, les effectifs ont augmenté de 2% et la productivité de 15% sur le même temps. Et les salaires, il y a une perte de pouvoir d'achat de moins 0,8%. Donc, toutes les études objectives, ces données macroéconomiques, ce qui se traduit sur le terrain, en fait, c'est une désaffection métier avec des soignants qui sont dans une perte de sens. Alors, on voit aux urgences, c'est ce qu'on appelle depuis 6 mois, sur la désaffection du métier, dans des logiques productivistes où l'outil de travail est rationalisé au maximum, et donc les salariés ont tout le temps de se poser auprès des patients. Et le mouvement d'urgence, le mouvement qui est parti des urgences, qui est parti sur les agressions, parce que les urgences, on appelle ça la vitrine de l'hôpital, mais évidemment c'est parti pareil. Simplement, le côté de la misère sociale est peut-être un peu plus prégnant sur les urgences, et les agressions liées au temps d'attente, liées aux effets de saturation, qui sont même liés à la politique globale du système de santé et de la médecine mobile, ont démarré le mouvement. À partir d'un hôpital, on a rassemblé 5 rapidement, et aujourd'hui on a un peu plus de 250 services en grève, et on appelle l'ensemble de l'hôpital à venir en urgence. Je ne sais pas si après il y a un débat, des questions à venir, mais ce qu'on peut dire sur les questions d'urgence, c'est que c'est intéressant, c'est que partant de l'outil de travail, des conditions de travail aux urgences, on élargit sur le service public, donc c'est un combat vraiment sur qu'est-ce que veulent les citoyens pour l'hôpital, qu'est-ce que veulent les citoyens pour le service public en général, parce que quand on parle de revalorisation salariale, ce que le gouvernement nous répond, c'est que si on augmente les soignants, il faudrait aussi augmenter les flics et les profs, ce qui nous paraît très normal, mais pas pour eux. Mais c'est aussi une lutte de classe où, pour la première fois, peut-être les soignants s'approprient l'outil de production et l'organisation de la production, c'est-à-dire que d'habitude c'est les médecins qui en parlent le plus souvent en comité, et là vraiment il y a des soignants qui estiment légitime de parler de comment est-ce qu'on réorganise le travail au sein des établissements, et ça leur fait du bien.
Et c'est aussi une lutte de genre, parce que c'est une profession qui est hautement féminisée, et c'est probablement pour ça que les salaires sont aussi bas à l'heure actuelle. Voilà, tu vas pas plus loin, on verra après. Oui, merci Hugo d'avoir dit l'essentiel en quelques mots. Et on voit qu'il a maintenant l'habitude de présenter le problème et d'avoir exprimé cette saturation, mot que la ministre a repris mais dont elle ne prend pas toute la mesure. Saturation, c'est le mot. Et Hugo ne dira pas le contraire. Bosser aux urgences, c'était valorisant dans la profession. On y venait et on était un peu, voilà, on était un peu les... Il y avait quelque chose de très valorisant à travailler pour les urgences. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'inverse. Nos soignants, ils ont plutôt envie de se sauver parce que c'est trop dur. Donc ça explique beaucoup des problèmes actuels. Je vais maintenant donner la parole à Caroline Fiat, qui est donc députée, et avant d'être députée, elle est soignante. Donc elle connaît bien aussi la question. Merci. Non, mais déjà, je veux faire un merci officiel à l'Interurgence. Et je sais qu'il y a Marie-Noël qui est là. Et que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée, on peut crier notre désaccord et notre quotidien. Buzyn ne nous écoute pas. Et quand vous êtes des centaines et des milliers dehors, c'est quand même plus facile pour nous de dire c'est pas que nous qui vous le disons, il y a tous les copains et les copines dehors qui sont d'accord avec nous. Et donc un grand bravo, parce que c'est une grande force pour nous en tant que politiques dans les parlements de pouvoir dire non, c'est pas que notre parole, c'est pas que l'opposition, c'est la réalité du quotidien. Par rapport à la lutte des classes, ce qu'il faut se rappeler quand même, c'est qu'au premier PLFSS, ça fait 3 ans que je suis sur la fête, j'ai plus de voix. Au premier PLFSS, Buzyn m'a répondu en tant qu'aide-soignante: je comprends, Madame Fiat, que vous ne compreniez pas. Il faut bien se dire qu'elle méprise ses collègues. Pour elle, ses collègues, c'est les laboratoires, c'est la HAS, la Haute Autorité de Santé, mais c'est pas les personnels de santé. Et quand elle a annoncé ses annonces de prix, je lui avais dit que j'appelais ça les primes bourre-pif, c'est-à-dire maintenant tu vas aller au boulot, tu vas t'en prendre une dans la tronche, mais on te donne 100 €. Non, mais c'est gentil quand même. Alors que le gros problème, c'est de se dire, limite les 100 €, on les prend, hein, parce qu'on est tellement mal payé, mais limite, à la première chose qu'on voudrait, c'est ne plus avoir ces bourre-pif et cette animosité de nos patients. Et moi, j'ai vu une jalousie. Parce que je me suis dit, si je suis brancardier aux urgences, j'ai ma prime. Mais si je suis brancardier au CHU et qu'on n'est pas assez, que je fais attendre 4 heures mon patient à l'IRM, il est tout aussi énervé que le patient qui a attendu aux urgences. Donc ça part des urgences, c'est une belle chose parce que c'est la porte d'entrée de l'hôpital. Mais vraiment se dire que on fait pas, enfin, je dis on parce que voilà, mais on fait pas ça que pour un service. C'est bien tous les services de santé en France qui sont en grève. On me demande souvent d'aller dans les maternités qu'on veut fermer. Je vais rendre la semaine prochaine un rapport sur la psychiatrie qui est plus accablant que les EHPAD, c'est quand même fantastique, je pensais pas trouver pire. Des services de dialyse qui vendent du matériel pour pouvoir dialyser leurs patients, mais on marche sur la tête. Donc vraiment c'est un magnifique combat. La bonne nouvelle soutenue par 92% des Français, c'est quand même quelque chose de fort et de beau. Donc voilà, j'invite tout le monde parce que le problème quand on est soignant et qu'on est en grève, c'est qu'on est réquisitionné. Ça se voit pas, on a des autocollants, enfin des pansements d'ailleurs, où on s'est écrit en grève, mais on s'occupe des patients. Si vous arrive quelque chose, on va quand même s'occuper de vous. Donc vraiment, je sais qu'il y a des endroits où les patients amènent des tartes, des jus de pommes, à leurs soignants pour montrer leur soutien. Et c'est peut-être la première chose qu'il faut appeler, c'est vraiment apporter le soutien aux gens. Et quand même sur une chose, parce qu'avec mes EHPAD, je suis un peu chiante, mais quand même, Agnès Buzyn qui annonce que désormais, les résidents d'EHPAD pourront être hospitalisés sans passer par les urgences. Dites-le à tout le monde, c'est de l'hypocrisie. Si on était assez de personnel soignants dans les EHPAD, on n'hospitaliserait pas nos résidents. C'est quand même absurde de pouvoir penser ça.
se dire, bon, bah, nos vieux, on va aller les mettre à l'hôpital plus rapidement. Non, les soignants en EHPAD, on les aime, nos résidents, on veut qu'ils restent auprès de nous. Et donc, non, on ne les envoie pas plus rapidement à l'hôpital, on met du personnel partout. Donc, c'est parti de l'interurgence et c'est très beau. Et c'est l'entrée de l'hôpital et je me dis que si ça part de vous, ça représente tout l'hôpital. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous passez dans une ville ou quoi que ce soit, si vous passez devant un service d'urgence, passez-y, faites-leur bravo parce que si nous on gagne dans la santé, c'est la France qui gagnera sur plein de choses après. Bravo! Merci, on va vous donner la parole pour quelques questions et je voudrais juste insister sur quelque chose que vient de dire Caroline et qui est un constat juste. Les urgences, c'est la porte d'entrée de l'hôpital. Mais c'est aujourd'hui la porte d'entrée tout le système de soins, eu égard au déficit de possibilités en médecins traitants, d'accès un peu rapide aux spécialités, de difficultés sociales que malheureusement un généraliste a du mal à gérer aussi. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est devenu la seule porte d'entrée simple dans le système de soins. Et donc c'est vraiment, c'est bien pour ça que c'est le problème et c'est bien pour ça que c'est à cet endroit-là. Moi j'ai souvent l'habitude de dire qu'avec les pompiers et la police, on est les seuls à ne pas pouvoir dire non. Tout le monde peut dire non, organiser son nombre de consultations, son type d'accueil, le nombre de lits d'hospitalisation, tout le monde peut dire non. Je peux plus, stop. Mais par contre, aux urgences, quand on est pompier, quand on est dans la police, bah non, il faut être là tout le temps, chaque fois, et dès que ça se produit. Et par conséquent, c'est pas très étonnant que ce soit ces services-là qui sont en souffrance. Les policiers, on l'a vu, avec un taux de suicide élevé. Les pompiers, on le voit, qui sont dans la grève aussi, et je pense qu'il faut en parler également. Et puis, les urgentistes, au nom de l'hôpital public, c'est pour ça qu'on a appelé notre débat au nom de l'hôpital public. Et je pense que si ça continue comme ça, si les éléments ne sont pas pris en compte, ça a vocation à se généraliser avec un soutien fort. Un soutien fort, c'est une évidence. Et 92% de soutien dans l'opinion publique, c'est pas du pipeau. Chaque fois qu'on a fait une présence sur le marché d'Orange, nous, on a eu plus de 300 signatures. Donc il y a un vrai souci des Français pour la santé. Et demain, sur un autre combat qui vient et qui monte, celui des retraites. Parce que santé et retraite, c'est le patrimoine de ceux qui ne peuvent pas payer si ça ne fonctionne pas le service public et si ça ne fonctionne pas la solidarité pour les retraites. Voilà, donc vous nous avez écouté avec patience. Peut-être qu'il y a des questions sur tel ou tel aspect de ce mouvement. La parole est à vous. Jean-Luc Laurent. Oui, merci pour vos propos. Moi, je voudrais vous partir d'une expérience personnelle, étant élu local. Dans ma commune, il y a l'hôpital Bicêtre. Les urgences manquent de personnel comme partout. L'hôpital manque de personnel comme partout. L'ONDAM a toisé les dépenses publiques au motif de la convergence et des critères de Maastricht et de baisse de la dépense publique. Le budget de la protection sociale et l'hôpital sont particulièrement visés parce que c'est assez simple de diminuer l'enveloppe normée qu'il y a au budget de l'ONDAM. J'ai lu une déclaration de l'intersyndicale que le plan Buzyn, c'était du flan. J'aimerais savoir en quoi, pour vous, c'est du flan. J'imagine qu'il y a quelques mesures ou mesurettes qui sont intéressantes. La reprise, par exemple, dans le dernier plan, d'une mesure au début de l'été sur les 50 maisons de garde médicales. Bon, pourquoi pas? Il y a besoin, ça peut contribuer un peu à alléger les urgences, mais c'est pas à la hauteur des défis qui sont posés à l'hôpital public. D'autant plus qu'il y a une logique de diminution, moi je le vois sur la PHP, du budget du personnel avec diminution, et même quand il y a des postes qui restent ouverts au recrutement compte tenu
des niveaux de salaire, il n'y a pas de recrutement. À l'hôpital Bicêtre, il y a plusieurs postes qui n'ont pas été pourvus. Résultat, fermeture supplémentaire de lits. Donc il y a vraiment une spirale du déclin et de l'asphyxie de l'hôpital public qui n'est plus supportable. Mais sur le dernier plan annoncé cette semaine, quelle est, à vous, votre analyse un peu plus dans le détail? Merci. Je vais leur donner la parole pour une réponse sur cet aspect-là très important à Hugo d'abord. Alors, je ne sais pas combien de temps on a pour parler de ce point-là, parce qu'on peut encore des points d'une heure. Mais ce que dit Catherine, c'est qu'il y a des choses qui sont probablement bonnes dedans, alors c'est vrai. Mais en termes de communication, nous, on ne peut pas dire ça. Parce que si on commence à dire il y a du bon, mais ce que les journalistes retiendront, c'est qu'il y a du bon. On va s'arrêter là. Ce qui est important de voir, c'est que dès l'introduction, en fait, Agnès Buzyn nous dit deux choses. Le premier, c'est que ce plan rentre en cohérence avec Ma Santé 2022. C'est-à-dire que le mouvement de grève n'a pas changé sa position. Ma Santé 2022, c'est comment restructurer la médecine de ville pour soulager l'hôpital. Sauf que, en fait, le terrain, à tout niveau, que ce soit les EHPAD, la psychiatrie, la médecine de ville, l'hôpital, est tellement miné et carencé que si vous faites un transfert de tâches, un transfert de travail du secteur hospitalier à un autre secteur, ça pètera quand même. Partout, c'est beaucoup trop carencé. Dans cette introduction toujours, elle dit par exemple qu'il n'y a pas de fermeture de ligne pour des raisons économiques, pour des raisons comptables. Et là, elle ment en fait. Dès le début, elle ment. Évidemment que les fermetures de ligne, la principale raison, c'est des raisons économiques et n'importe quel directeur pourra vous le dire. Donc si vous voulez, il y a des idées qui sont bonnes, mais elle le prend par le mauvais bout de la lorgnette, où elle se refuse d'augmenter les moyens à l'hôpital. Elle se refuse d'augmenter cette enveloppe fermée de l'hôpital. Et ce qu'on dit nous, c'est qu'on ne peut pas opposer organisation et moyens. Elle oppose vraiment, elle n'est pas que, mais elle pense vraiment que c'est un problème de réorganisation. Nous, on dit certes c'est un problème de réorganisation, mais que ce cercle vicieux est avant tout permis à cause de la gestion de la pénurie. C'est que réorganiser à moyen constant, ça fait 3 décennies de temps de fait et ça ne marche pas. Donc là, c'est une énième organisation à moyen constant. Ça, c'est le premier point sur le versant économique. Là, vous parlez des maisons médicales de garde. Alors, oui, ça marche, mais par exemple, la semaine dernière, nous, on avait beaucoup de gens sur la Rivoisière, on leur donnait la carte de la maison d'à côté. Résultat, les personnes sont retrouvées aux urgences de Bichat en disant à la Rivoisière, ils ont fermé la porte, on est venu aux urgences ici. Donc en fait, c'est une question d'éducation en santé, et ça va prendre des générations. Dans son plan, elle fait le pari que la médecine de ville réussira à se structurer et que les citoyens seront responsables. Il n'y a pas de solution de repli en fait, si jamais ça fait. Il n'y a pas de solution de repli, d'autant plus que ce que nous on dénonce, c'est que les conditions de travail sont telles que les soignants à l'heure actuelle quittent de plus en plus tôt le métier, et ça pose deux questions. La première, c'est la notion de compétences, les compétences globales diminuent, plus ça tourne et plus les compétences baissent. La seconde, c'est la capacité de porter sa voix et de dénoncer les situations contrôlées. Et en l'occurrence, plus ça va, plus les soignants sont blasés, désabusés, et plus de place sans oser dénoncer et sans s'engager pour la restructuration de l'hôpital. Et là, particulièrement sur ces mesures en faveur de l'attractivité dans ce plan, il n'y a rien sur les soignants, ce qui est quand même scandaleux. Pour les infirmiers, il y a un copier-coller des IPA au protocole de coopération qu'on peut discuter. Et pour les médecins, il n'y a pas grand-chose non plus d'intéressant. Tout ça, c'est vraiment les deux points, on va dire, ce qui fait le métier. Elle mise pas sur les compétences humaines au sein de l'hôpital. Et le côté enveloppe fermée, c'est les deux points principaux sur lesquels moi j'insiste. Mais après, il y en a oui, je crois que c'est vraiment important d'insister sur le fait que on n'est pas obligé de dire qu'elle n'est pas de bonne volonté, mais que la bonne volonté ne suffit pas quand on est ministre. Et quand on appartient à un gouvernement, on en assume les choix macroéconomiques. Et que le principal problème de l'hôpital aujourd'hui, c'est d'avoir une bouffée d'oxygène qui permette de revaloriser et de stabiliser le personnel. C'est ça qui est surtout. Et donc, c'est de revaloriser en salaire d'abord et en considération aussi. Donc, quand Caroline rappelle comment la ministre lui a répondu en disant qu'elle comprenait, comme elle était soignante, elle ne devait pas tout comprendre. Et que son plan ne prend pas en compte les aides-soignants, par exemple, on voit bien que c'est pas l'idée. Aux urgences, on a besoin de tout le monde. C'est d'ailleurs ce qui fait le charme de notre pratique, c'est qu'on a une pratique probablement bien plus solidaire dans d'autres services, parce que médecins, infirmiers, aides-soignants, brancardiers, laborantins, manip radio, si on ne travaille pas tous ensemble, eh ben ça ne fonctionne pas. Donc cette solidarité, au cœur de la nuit, elle est quelque chose auquel nous tenons, elle est une des choses formidables du métier. Mais pour ça, il faut que les gens ne soient pas épuisés. Et aujourd'hui, ils le sont. Il y a une mesure qui a été proposée, qui est simple, facile à comprendre, et qui donnerait cette bouffée d'oxygène qui permettrait de revaloriser les salaires et
d'embaucher suffisamment de monde, c'est la suppression de la taxe sur les salaires. C'est une mesure simple. La taxe sur les salaires, c'est 4 milliards ponctionnés sur les budgets des hôpitaux publics. 4 milliards, c'est une somme sympa parce que c'est celle juste de l'ISF. Donc on rétablit l'ISF et on supprime la taxe sur les salaires à l'hôpital. C'est 0 centime pour l'État, mais au moins ça fonctionne et ça donne une vraie bouffée. Et après, si on a pu donner ce coup d'arrêt à la destruction de l'hôpital public, on peut penser à la réorganisation du système de soins. Nous, on est pour et il n'y a pas de souci pour ça. Mais tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'on reste dans l'austérité, tant qu'on reste dans les bouts de ficelle, ça ne pourra pas fonctionner. Caroline, tu peux peut-être... Juste pour compléter, parce qu'on a parlé de la santé de notre deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet de loi, c'est un projet de loi écrit par Catherine va me détester. C'est un projet de loi écrit par un médecin, rapporté par des médecins, voté par des médecins. Et à un moment, dans le débat, Luzin nous dit, mais je connais pas un endroit où on me dira qu'il y a trop de médecins. Et en rigolant avec Pierre Dagréville du groupe communiste, on a répondu ici. Parce que dans l'Assemblée, il y en a des médecins. On leur enverra un bon boulot, ceux-là, ça nous aiderait. Au Sénat aussi. Donc, et moi, j'avais mis un amendement. C'était un amendement d'appel. Je voulais que dans le projet de loi, il soit écrit que les aides-soignants puissent faire des actes de glycémie. Ce qu'on fait tout le temps. Et donc on me répond que ça va être vu. Et là, je prends la parole et je dis, mais vous vous rendez compte, vous allez encore prendre un projet de loi de santé où 0 fois ne sera cité le mot aide-soignant. C'est quand même dramatique. Alors, le mot infirmier a été mis, mais c'était les infirmiers en pratique avancée. Il faut avoir le niveau quand même. Donc voilà, donc c'est un mépris des petits qui font beaucoup et difficile d'avancer. Et je le dis parce qu'il a oublié de le dire, mais s'il y a une date à retenir, c'est le 26 septembre. Parce que l'interurgence va manifester, ils vont tous être réquisitionnés. Donc moi, la dernière, j'avais invité tout le monde sur les réseaux sociaux, mais faites-le, à prendre le nom d'un personnel réquisitionné, de le mettre sur vous et d'aller manifester en son nom. Parce que de toute manière, ils réquisitionnent ceux qui veulent aller manifester. Donc, c'est pas parce qu'ils sont pas des millions dans la rue, c'est juste qu'ils sont réquisitionnés, donc c'est à nous aussi d'être leur porte-parole et d'aller manifester pour eux. Oui. Vous ne verrez pas de manif de soignants massifs pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas un jour de la semaine où on peut être tous libres. C'est pas possible, on est soit en train de sortir du boulot, de rentrer au boulot, etc. Donc non, c'est pas possible. Donc c'est ce que Caroline vient de dire est tout à fait important. Donc il faut qu'en fait ce soit les patients qui aillent manifester. Et comme nous serons tous un jour ou l'autre patients, si nous l'avons été, nous le serons, c'est la seule chose dont on soit sûr. Je pense que tout le monde peut aller manifester. Marie-Noël. Oui, moi je voulais insister sur la nécessité de déconstruire le discours de Buzyn. Parce que, évidemment, quand on suit un peu le dossier, on voit le côté entourloupe de ce plan et l'argumentaire qui nous est donné au-delà du prix qui est évident pour les gens. Parce que l'argumentaire qu'il nous donne, c'est les gouvernements précédents ont baissé les dépenses de santé et nous, on les maintient. Il n'y a pas de baisse des dépenses de santé. Et ça, c'est complètement, triché. Parce que dans les dépenses de santé, il faut prendre ce qu'on appelle les évolutions naturelles qui sont liées au vieillissement, au salaire, LGBT, etc. dans l'hôpital. Et quand vous faites ce qu'on appelle les évolutions naturelles incompressibles sauf à réduire les postes, etc., vous avez une chute massive. La deuxième chose, c'est alors là, gauche-droite confondue, les économies qui ont été faites sur la dépense publique ont essentiellement, je crois, à peu près à 80%, été faites sur la protection sociale. Et dans la protection sociale, une énorme part sur la santé. C'est-à-dire les réformes de l'État, tout ça que dalle, essentiellement, c'est la restriction de la protection sociale. Or, les gens n'ont pas cette impression. Ils croient que l'austérité générale, elle était ciblée sur l'hôpital. Alors,
sur le plan Buzyn, moi je trouve qu'il y a un message que j'ai entendu d'ailleurs de votre collectif qui me paraît bien à devoir être développé, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour les urgences. Ils mettent le fric sur la périphérie. Il n'y a pas de fric pour créer des lits de sortie des urgences, aval. Il n'y a pas de fric pour revaloriser les postes, sauf les fameux infirmiers avancés. Sauf les infirmiers avancés, c'est des cacahuètes. Hein. Je crois que c'est 3,5 millions sur les 750. Alors où est-ce qu'ils mettent leur fric? Ils annoncent essentiellement sur le fameux service. Alors là, ça va être le Pérou. Vous allez téléphoner, allô, j'ai un problème, ils vont vous évaluer et ils vont vous dire non, c'est pas grave, allez chez un médecin, je vous ai obtenu un rendez-vous demain matin à 8h chez le médecin, quoi, quasiment. Bon, d'abord, c'est pour 2024, c'est-à-dire on a le temps d'attendre. Et deuxièmement, c'est pour financer un service au service de la médecine libérale. Et par ailleurs, il y a beaucoup de doutes. Il y a déjà un SAMU qui existe. À réinventer le fil à couper le beurre pose un énorme problème. D'ailleurs, de ce point de vue, les médecins dentistes alertent sur le côté très aléatoire d'autant plus c'est du désert médical. Vous pouvez toujours aller dire un rendez-vous dans une ville comme Athis-Mont-Saint-Brieuc, vous appelez, et ben, même quand vous avez votre médecin référent, et ben, vous n'arrivez pas à avoir de rendez-vous. Donc là, il y a vraiment un énorme coup de bluff qui est fait. Et moi, je crois qu'il faut non seulement soutenir et aller manifester à la place, mais je crois qu'il faut qu'autour de nous, on fasse un travail de pédagogie. Parce que les gens sentent bien qu'ils sont autour de nous, mais ils ne voient pas tellement tout. Et il faut que le message de revendication des postes, une revalorisation des lits en aval, redonner du fric à l'hôpital public pour leur mettre à niveau. Il n'y a pas d'argent pour les urgences, il ne va pas où il faut et c'est retardé. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui vous convainc autour de nous. En tout cas, nous, au Sénat, on va mener la bataille. Pour le coup, on a quand même beaucoup de médecins aussi. On a aussi beaucoup de médecins très convaincus de la médecine libérale. Et donc, ils ne voient jamais d'un très mauvais œil quand on privilégie l'argent en direction de services comme le SAV. C'est SAS, oui. Ça, c'est pas SOS, c'est SAS. C'est pas non plus mais nous, c'est SOS. L'agent secret. Et en tout cas, non, c'est vrai qu'il faut une mobilisation citoyenne. Merci Marie-Noël. D'autres questions éventuellement? D'autres questions? Vous savez tout sur les urgences. En fait, c'est ça qui est bien avec les urgences, c'est que tout le monde y est passé une fois, et donc on voit bien le souci, on voit bien le problème. En tous les cas, nous, on ne trouve pas de patients qui, en arrivant, refusent de signer notre pétition. Donc on en est à 2700 signatures, parce qu'il n'y a pas un patient qui refuse de signer. On voit bien qu'on était épuisés, et que pourtant on est là pour eux, parce qu'on parle de l'agressivité qui monte, hein, c'est vrai, la société est un peu comme ça, mais on ne vous parle pas de tous nos patients qui par contre sont contents, nous remercient d'être là et de faire les choses. Donc ils existent aussi. Et c'est aussi parce qu'ils existent qu'on continue ce métier-là. Une autre question? Bonjour, donc il y a deux questions que j'aimerais poser. La première, c'est on nous dit beaucoup qu'il y a trop de gens qui arrivent aux urgences et qu'il y en a beaucoup qui ne devraient pas être là. Donc ça, c'est le premier sujet. Comment on traite ça? Ne serait-ce par exemple aussi une piste originale, ça serait lorsque quelqu'un se sent pas bien au milieu de la nuit, qu'il puisse arriver à avoir quelqu'un qui parle, qui pourrait rassurer si jamais c'est pas trop grave. Je sais pas si j'étais une caisse de concombre ou un robot électroménager comme était dans une boîte, et grosso modo vous arrivez, vous déshabillez, on vous fait un acte médical et puis hop, vous repartez. Donc je pense que le problème des urgences aussi, c'est que soigner quelqu'un, il y a la technique médicale, mais il y a aussi du relationnel, des choses comme ça. Et ça, je pense qu'on a de moins en moins de temps de le faire et c'est de moins en moins pris en compte dans tout le processus administratif quel qu'il soit. Merci pour ces deux questions. Indéniablement, il faut trouver des solutions et il y a plein de bonnes pistes déjà utilisées ou de bon sens qu'il faut mettre en place. La seule chose qui est importante de comprendre, c'est que toutes ces mises en place vont demander du temps et qu'il y a urgence aujourd'hui pour ne pas se défaire
Hugo l'a dit, de ce personnel qui a choisi les urgences, qui a été formé, qui a acquis une compétence et qui, parce qu'il est désespéré ou débordé, finira par partir. Et donc il y a un turnover au sein des urgences qui fait baisser la compétence professionnelle. Et si on veut arrêter ce turnover, il y a des réponses à faire immédiates. Et donc toutes les autres pistes sont de bonnes pistes, mais à condition qu'on comprenne, qu'on entende, qu'on prenne la mesure de ce qu'il faut faire immédiatement. C'est vraiment extrêmement important. Par rapport à l'hôpital privé et aux urgences, je ne sais pas si vous avez vu, les urgences des hôpitaux privés, on dit mais c'est pas grave qu'ils viennent chez nous, nous on peut les accueillir. Les urgences des hôpitaux privés, ce ne sont pas les urgences. C'est-à-dire que si vous arrivez avec un problème de détresse vitale, vous n'avez pas les compétences nécessaires dans les hôpitaux privés. Oui, ils peuvent vous accueillir si vous êtes cogné le coude. Très bien, pourquoi pas. Et puis ils sont contents parce qu'en général, si vous êtes cogné le coude et que vous arrivez, c'est que vous êtes sur vos deux pieds, que vous n'avez pas de pathologie grave autour, que vous n'êtes pas un problème social, parce que quand même, c'est bien comme on vérifie d'abord que vous pouvez payer. Donc oui, ça peut peut-être répondre à la consultation. Ça ne répond pas aujourd'hui aux besoins en santé dans une population qui se paupérise avec des gens qui ont peu d'argent, qui ne peuvent pas avancer, qui ne peuvent pas payer pour un certain nombre d'entre eux, qui ont des problèmes sociaux, de maladies chroniques, etc. Toutes ces choses-là, qu'on le veuille ou non, c'est l'hôpital public et lui seul qui peut le prendre en charge. On a un exemple. Les maternités, il y en avait beaucoup dans le privé. Il y en a de moins en moins. Parce que c'est compliqué, risqué et ça rapporte pas. Donc, l'hôpital privé, il ferme les maternités de plus en plus. L'hôpital public assume cela. Quand il y a un problème dans une intervention chirurgicale dans une clinique privée, c'est l'hôpital public, son SAMU, ces médecins qui viennent chercher le patient pour essayer de le soigner et de l'amener en réanimation. Donc non, l'hôpital privé ne peut pas être la réponse au problème, comme il se targue actuellement, au problème de l'hôpital public. On a besoin d'un secteur public qui réponde à la fois aux urgences sociales, médicales, générale de la population et on a besoin de tous les moyens pour faire autrement que de venir à l'hôpital. Ça c'est clair. Hein, nous on ne demande pas que les gens viennent à l'hôpital. Voilà. On est tous passionnés, donc je serai trop longue. Peut-être que Caroline va reprendre la parole. Oui, parce que Ah oui, juste avant qu'elle reprenne la parole, parce qu'elle va encore m'assommer, je partage avec elle. La corporation médicale est vraiment trop corporatiste et en général, elle manque un peu du sens de l'intérêt général dès qu'elle parle rémunération et organisation. Non, juste parce que moi j'ai un désaccord sur la bobologie. Je considère que toute personne qui va aux urgences, il n'y a pas de bobologie. Il y a une anxiété. Et du fait de cette anxiété, on veut rencontrer quelqu'un pour se rassurer. On est dans une époque où, si on tape j'ai un bleu sur le genou, vous vous retrouvez avec un cancer généralisé. Où on lit plein de choses, où les gens disent la dernière fois que j'ai vu ça, le copain il est mort 15 jours après. Enfin, l'automédication, les trucs sur les réseaux sociaux, c'est anxiogène. Moi j'ai une amie dernièrement, elle me dit je suis allée aux urgences et je me suis fait piquer par une guêpe. Hormis le fait que je me suis foutu d'elle pendant une demi-heure. Après avoir écouté, elle a paniqué parce qu'elle a vu les œdèmes de Corinque, elle a vu plein de choses et elle s'est dit mais il va m'arriver quelque chose, je ne sais pas quoi faire. Et il y aurait assez de personnel pour s'occuper 10 minutes, un quart d'heure pour rassurer cette personne. On ne parlerait pas de bobologie. On parlerait juste d'anxiété suite à une inquiétude. Et je suis désolée, et ça c'était une grosse discussion avec la ministre, quand une personne arrive avec son sac de médicaments aux urgences en disant j'ai pris celui-là au lieu de celui-là et puis celui-là je ne sais plus quand je dois le prendre, mais c'est important. Parce que s'il continue à mal prendre son traitement, c'est quelqu'un qui va aller en réanimation pendant des semaines et ça coûte de l'argent. Donc une personne qui vient pour revoir comment on prend le traitement, c'est pas de la bobologie. Après, je sais que je suis en désaccord avec beaucoup de monde, mais pour moi, il me faut quelques personnes en plus, des gentils médecins comme Catherine pour rassurer en disant non, tu t'es fait piquer par une guêpe, tu ne vas pas mourir. C'est important aussi parce que on va aux urgences, c'est souvent par anxiété et pas par envie.
précieux sur un numéro d'appel où les gens pourraient être rassurés. Donc le 15, ils sont déjà faire cette émission-là. Le 15, le 117 si vous voulez, mais le 15 en tout cas. Ce que vous décrivez dans le privé, alors c'est étonnant de le retrouver dans le privé parce que au niveau de l'organisation des urgences, comme l'hôpital privé fait peu d'admissions directes hors urgence dans les services, tous les services sont tournés vers les urgences. En général, ça se passe plutôt bien dans les services d'urgence des hôpitaux privés. Mais là, c'est ce que vous décrivez, c'est expérimenter du point de vue du patient, la rationalisation de toute production et le fait d'aller toujours plus en plus vite et la dégénéralisation des soins, et c'est ce qu'on décrit aussi nous à l'heure actuelle. Sur la bobologie, je vais rebondir juste sur une tribune qu'on a écrite dans le Monde cette semaine où on a écrit contre les mesures plus 1 et il y avait un gars qui écrivait pour, qui était un gynécologue de médecine de ville, donc je ne vois pas trop ce qu'il avait à foutre dans le débat, mais en tout cas il s'est permis d'écrire. Et dans ses réflexions, il disait le social doit retourner chez les médecins généralistes. Et en fait, je me dis, mais on ne doit pas avoir la même connaissance ou conception du social. Enfin, moi, quand je pense aux SDF qui n'ont plus de jambes, aux vieux qui restent 6 mois attachés dans leur lit chez eux, et ainsi de suite, enfin, comment est-ce que les généralistes peuvent récupérer cette population-là? Il y a un côté un peu hors sol de personnes qui s'expriment sur les questions à l'heure actuelle, et même au sein de nos corporations, hein, que ce soit Salut Urgence de France ou la SFMU, la Société Savante à l'heure actuelle, qui trouve que ça va dans le bon sens. Pas tellement. Et j'aimerais juste rebondir sur ce que disait Caroline tout à l'heure sur le décret de compétences aides-soignants, qui en fait est en train d'être changé, là, septembre, octobre, novembre, ils vont changer, et ils vont intégrer la glycémie capillaire et l'électrocardiogramme. Alors le gouvernement pense qu'en mettant ces actes-là dans le référentiel d'actes, ça va en tant que tel rajouter de la valorisation au métier. Enfin, je suis désolé, mais on peut mettre de la glycémie et des électros, ce qui est des actes que les soignants font déjà. Un aide-soignant, ça reste quelqu'un qui est payé 1 500 € par mois pour torcher les culs. Et qui voudra le faire dans 10 ans, enfin, vu ce qu'on entend sur les métiers, sur l'attractivité, et ainsi de suite, et sur la capacité qu'a le privé de faire du foot dans plein d'autres milieux, qui voudra encore s'occuper de l'humain à ce moment-là? Je crois que c'est important de le dire. Dans notre service d'urgence, les aides-soignants font depuis longtemps les glycémies et les électrocardiogrammes. Heureusement d'ailleurs pour nous et pour les infirmiers. Donc tout ça ne change. Quand on disait le fil à couper le beurre, réinventer le fil à couper le beurre, il y a plein de choses qu'on fait déjà. Caroline? Juste une précision sur tous les métiers. C'est un patient une fois qui m'a dit il allait sortir et puis je lui dis ça a été. Et il m'a dit en rigolant, le médecin est passé, j'ai rien compris. L'infirmière est passée, j'ai un peu plus compris. L'aide-soignante est passée, là j'ai commencé à comprendre. Et là, et ça, j'ai venu faire ma chambre. Là, elle avait du temps parce que la chambre était grande et j'ai compris ce qu'il y avait. Donc, ce n'est pas les médecins, les savants, ce n'est pas les infirmiers, ce n'est pas les aides-soignants. C'est le brancardier, c'est l'ASH, c'est l'aide-soignant, c'est l'infirmier, les médecins un peu. C'est toute l'équipe pluridisciplinaire ensemble qui font que les résultats sont là. Donc c'est vraiment important, il ne faut pas regarder les diplômes ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'on en parle que très peu souvent, mais c'est les ASH qui sont plus souvent dans les chambres et donc au contact des patients. Oui, ce qui prouve que la question, c'est celle du temps consacré. Et si le médecin n'est pas compréhensible, c'est à la fois parce qu'il ne fait pas l'effort et qu'il parle une langue étrangère, ça, on le sait assez bien. Je me tue à expliquer aux internes que si le malade n'a pas compris et si la famille n'a pas compris, ce n'est pas la faute du malade et de la famille, c'est la faute du médecin qui n'a pas su trouver les mots. Mais il n'empêche que quand vous n'avez pas de temps, que la détresse vitale suivante vous attend, c'est compliqué de réexpliquer et de trouver les mots. Et donc heureusement qu'on est collé en équipe. Donc ce que vient de dire Caroline est extrêmement important. C'est à force d'explications, de mots et surtout de temps disponible que finalement les choses peuvent être comprises. Trop expédié, et c'est ce qui pourrait arriver quand on fait, c'est ce qui arrive dans les urgences quand on fait de la productivité, on expédie, hein, on rentre, on sort à toute vitesse. À l'évidence, on n'est pas compris. Et donc voilà, c'est vraiment une question importante qui du coup relance et une question et Hugo. Peut-être la question d'abord et Hugo ensuite. Sur la compréhension. Ah, vas-y. C'est juste une parenthèse, il se trouve que l'année dernière on a fait une étude qui était sur un seul site mais qui prouvait que 40% des patients qui sont dans les urgences avaient un mauvais niveau de compréhension du diagnostic, de la conduite à tenir et du reste des examens à faire. 40%. Et en fait ça traduit quoi? Ça traduit le fait que nous on s'en fout, que le patient ne comprend pas parce que le patient est un chiffre et tout ce qui nous importe c'est qu'il s'en aille
les urgences. Et s'il revient demain, ce ne sera pas nous. Enfin, par-delà ces éléments sur la compréhension patient, on amène aussi beaucoup d'autres éléments, encore une fois, sur la productivité qui est à son maximum et qui met beaucoup de la mission même du service. Et moi, aujourd'hui, je passe plus de temps devant mon ordinateur que je fais avec mes patients. Et ça ne va pas. Merci. Merci. Donc, du coup, quand tu parlais exactement, effectivement, c'est le temps qu'il faut donner aux patients, et le temps, c'est de l'argent. Et moi, ma question, c'est, on sait, il y a des gars qui a fait la T2A, la tarification à l'acte. Donc tout était tarifé, chaque acte était tarifé. Donc il n'y a plus. Et par contre, le temps de parler avec le patient, celui-là n'est pas tarifé, donc on le prend plus. Donc moi, la question, c'est quelle est la solution? Est-ce que ce serait une solution mixte de T2A avec autre chose, avec un financement qui accompagnerait l'établissement sanitaire, ou alors un financement, on arrête la T2A et on a un financement, on va dire, par rapport au fonctionnement de l'hôpital qui est évalué chaque année. Alors ça, c'est la vraie question de comment on peut financer. Il y a eu jusqu'à une époque, peut-être plusieurs d'entre vous n'ont pas connu, pour les plus jeunes, c'était le budget global de l'hôpital. Et ça a un inconvénient, le budget global. C'est qu'effectivement, ça part d'un état de fait et que ça évolue peu. Enfin, en tous les cas, on n'avait pas trouvé les moyens de le faire évoluer. Donc il y avait des hôpitaux qui étaient assis sur leurs finances et d'autres qui développaient des services à la population et qui ne pouvaient pas être financés. C'est un vrai problème. Et aujourd'hui, on a essayé de financer l'hôpital public, le service public, à l'activité. Et donc on leur a dit, chaque fois que vous faites un acte, ça va être rémunéré. Sauf que c'est un paiement à l'acte dans un contexte de budget global de la santé et en particulier de l'hôpital public. Donc si ils se sont aperçus qu'on faisait finalement beaucoup plus de choses qu'ils ne le pensaient, qu'on travaillait beaucoup plus qu'ils ne le pensaient, qu'on faisait donc beaucoup d'actes, et donc chaque année, comme on fait beaucoup d'actes, ils diminuent le prix d'actes. Comme ça rentre dans les finances globales. Donc les deux systèmes sont particulièrement pervers, c'est bien évident. En plus, pour justifier de votre travail, vous passez du temps à côté ce que vous faites. Donc c'est tout du temps perdu. Puisque je fais secrétaire administratif de cotation de ce que je fais plutôt que d'aller prendre le temps d'expliquer à mes patients. Voilà. Mais c'est vrai que il faut trouver le moyen à la fois d'avoir un mode de financement qui soit dynamique, qui valorise les équipes, qui mettent en place des soins supplémentaires et des ouvertures supplémentaires aux patients, et en même temps qui tiennent compte de la spécificité de l'hôpital public, c'est qu'on accueille tout le monde. Et que ce dont on a besoin, c'est de temps humain. Parce que pour l'assistance sociale, pour le gériatre, il y a vraiment besoin de temps auprès du patient. Nous, on le voit parce que, par exemple, on a une équipe de gériatrie formidable qui passe beaucoup de temps avec nos patients. Mais dans mon service d'urgence, dans l'hospitalisation très courte durée, si j'avais pas cette équipe, ce gériatre qui a le temps de parler et d'examiner longtemps les personnes âgées, qui a le temps de parler et de répondre aux questions des familles, on maltraiterait nos personnes âgées. Donc ce que lui fait pour nous à Orange, il faut que ce soit partout. Partout que ce soit possible. Donc c'est vraiment du temps médical, donc c'est forcément du temps en plus. Et quand vous pouvez faire votre travail, quand l'infirmière retrouve le temps de s'asseoir et de discuter avec la famille, quand l'aide-soignante retrouve le temps, quand le médecin retrouve le temps, mais ça redevient notre métier, ça nous redonne envie, et voilà. Donc je pense qu'il faut le faire comme ça. Et après, pour le moment, on se débrouille tous. Moi je sais ce que dit sur l'explication, je sais ce que dit, je mets sur les ordonnances les conseils que je donne aux patients. C'est-à-dire que je les écris, parce que je sais que le fait que je le dise ne suffit pas, que dès qu'ils auront passé la porte, ils auront oublié ce que j'ai dit. Et les autres collègues me regardent et me disent, mais tu mets quoi? Les internes, tu mets quoi? Tu mets, si ça dure, il va falloir reconsulter, s'il y a de la fièvre, c'est un problème. Oui, je leur mets les conseils que je leur donne oralement, parce que je sais que sinon, ils auront oublié. Et encore, je le fais à condition que la population à qui je donne ce papier sache lire, ou ait quelqu'un à côté qui sache lire. Donc, vous voyez, toutes les problématiques que ça ouvre. Donc c'est du temps humain dont on a besoin. On est au bout de notre temps. Je vais donner une phrase de conclusion à mes deux invités que je remercie, qui ont été formidables. Mais ça, je savais avant, parce que les invités, je savais qu'ils seraient formidables. Et puisque tu as commencé, je vais demander à Caroline de finir et je vais donner d'abord la parole. Moi, j'avais bien fait les problèmes bien raconter si vous voulez une jambe dessus. Merci Hugo de cette contribution à la mobilisation, une bière et on manifeste. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. Tu l'as dit.
Non, juste un mot pour dire quand même sur la tarification qu'on en est arrivé. J'y arriverai pas. À un moment où mettre une protection, ça coûte moins cher que de lever la personne et de l'accompagner aux toilettes. On a maltraité nos patients par économie. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que pour économiser 2-3 centimes, les grands pensants nous demandent de maltraiter et de rendre inhumain nos actes. Mais c'est un beau débat. On a épuisé, c'est à la folie. Je donne éventuellement une consultation pour Caroline, que les médecins ont quand même encore une toute petite utilité.